All you need to do, this applies to people who have not uploaded videos but have dreams of being a YouTuber, is make 100 videos and improve something every time. Put more effort into the script. The third one, try to learn a new editing trick. The fourth one, try to figure out a way that you can have better inflections in your voice. The fifth one, try to, study a new thumbnail tip and implement it. The sixth one, try to figure out a new title. There's infinite ways. That's the beauty of content creation online. There's literally infinite ways, from the coloring to the frame rate to the editing to the filming to the production to the jokes to the pacing to every little thing can be improved, and they can never not be improved. There's literally no such thing as a perfect video. Un jour, MrBeast, alors qu'il était en interview, a dit ça. Ce qu'il faut comprendre dans cette vidéo, c'est que selon lui, si on améliore un point de notre vidéo à chaque fois que l'on en sort une, au final, on obtient réellement un titre de YouTuber. En gros, si je simplifie sereinement, vous n'aurez pas de vues avant d'avoir au moins fait 100 vidéos. Il dit bien évidemment qu'il y a des exceptions, comme des personnes ayant une personnalité particulière, ou alors tout simplement des personnes qui ont de la chance. Mais globalement, c'est ça l'idée. Et en vrai, quand il y a le roi de YouTube qui donne un conseil, on l'écoute. Et c'est un conseil qui rentre parfaitement dans l'idéologie de sa personnalité. À ses débuts, MrBeast était normal. Un mec banal qui n'avait pas de particularité quand on y réfléchit. Il n'était même pas riche ou quoi que ce soit d'autre. En revanche, s'il y a bien un truc qu'on ne pouvait pas lui reprocher, c'est qu'il avait de la persévérance. Par exemple, il a dit pendant 10 heures la phrase « Keep net neutrality ». Tout ça suite à l'occasion d'une nouvelle mesure voulant rendre certains sites internet plus rapides en dépit d'autres. Bref, cette mesure n'a pas plu à MrBeast qui a décidé de dire la phrase « Keep net neutrality » pendant 10 heures. Et en fait, c'est ça la force de ce gars-là. Il n'a pas eu de talent ou exécuté des choses incroyables par le passé. Il a fait des choses que tout le monde pouvait faire. C'est juste qu'elles demandent tellement de persévérance que souvent on se dit « Bon, pas besoin de faire ça, ça ne sert à rien », mais que lui, il le fera parce que pour lui c'est un objectif à atteindre. C'est ce genre de mec dont MrBeast fait partie. Et c'est pour cette raison qu'il a en partie percé au début, et qu'il en est là aujourd'hui. Il a persévéré en améliorant à chaque fois ses vidéos, jusqu'à devenir le vidéaste qu'il est aujourd'hui. Alors, maintenant il y a eu pas mal de bouleversements. Il a fait cette interview il y a un peu plus d'1 an, mais est-ce que c'est toujours d'actualité ? Plongeons-nous donc, ensemble, dans l'histoire de l'algorithme YouTube. Avant de préciser quoi que ce soit, je tiens à préciser une chose. L'algorithme YouTube évolue sans cesse, et cette vidéo n'a pas pour vocation de vous expliquer comment fonctionne exactement celui-ci. Et la vérité, c'est que de nombreuses chaînes traitent déjà de ce sujet, aussi bien en français qu'en anglais. Mais, selon moi, même si on peut comprendre une partie de celui-ci, voire même son fonctionnement général à l'heure actuelle, on ne pourra jamais savoir comment procède exactement l'algo pour proposer des vidéos qui nous intéressent. Bien, maintenant on est au tout début de l'histoire de YouTube. Bon, à vrai dire, pas au tout début, mais un peu plus tard en 2011. C'est-à-dire 6 ans après le lancement de YouTube. Alors, pourquoi cette date spécifique ? Pourquoi ne pas avoir commencé à en parler dès son lancement ? Eh bien en fait, ce n'est pas faute de ne pas essayer d'en parler, mais retrouver des vidéos qui sont sorties il y a maintenant presque cela 20 ans, c'est très compliqué. Surtout qu'au départ, YouTube n'avait pas la même réputation qu'aujourd'hui. Même après le rachat de la société par Google, au départ, c'était une vraie plateforme de partage au sens pur du terme. Ce n'était pas concevable à l'époque de faire de YouTube son métier. Déjà que ça passe difficilement aujourd'hui à partir de la génération Y, en gros les personnes nées avant 1995, mais alors à l'époque, ce n'était même pas concevable que YouTube allait devenir ce que c'est aujourd'hui, et que cela pourrait devenir un vrai métier. Alors pourquoi 2011 ? Eh bien j'ai choisi 2011 car c'est la période durant laquelle Squeezie s'est lancé, c'est juste pour ça. On va donc analyser comment a fonctionné l'algorithme YouTube au fil des ans, pour finalement revenir à ce qu'a dit MrBeast au début de la vidéo. Avant toute chose, je tiens à expliquer le déroulement de la vidéo. Je compte expliquer les différentes évolutions à travers des ères. Je précise aussi que c'est ma vision des choses, et que vous n'aurez peut-être pas fait la même séparation que moi. En tout cas, nous entamons la première ère. Première ère de l'algo, l'ère du commencement. À l'époque de Squeezie, comment ça marchait ? Alors déjà, je tiens à préciser un truc. Squeezie a plus de 1600 vidéos à l'heure actuelle, et je n'ai vu aucune vidéo qui a fait moins de 10 000 vues. C'est un truc de malade, je trouve. Bon, après je comprends que ses anciennes vidéos aient été regardées beaucoup de fois, puisque ses abonnés les plus récents sont revenus afin de laisser des commentaires comme « naissance d'une légende », mais je suis quand même très surpris. Bref, à l'époque, ce n'était pas compliqué pour faire des vues, ou du moins, moins qu'aujourd'hui. Tu publiais une vidéo de gameplay, sans montage, tous les jours, et tu faisais des vues. Ce n'était vraiment pas la même époque. C'était une association de spammage et de différents sujets variés. Et ça marchait vraiment puisqu'en juillet, Squeezie avait déjà obtenu 1000 abonnés. Il a commencé en mars, je précise. C'est-à-dire qu'en même pas 4 mois, il était déjà à 1% des 100K. Et en vrai à l'époque, avoir 1000 abonnés, c'était quelque chose d'exceptionnel. Aujourd'hui avec les shorts, on a perdu cette notion. En revanche, si vous regardez cette vidéo et que l'on réussit à atteindre les 1000 abos avant la fin de l'année, je réaliserai ce qui se trouve en top commentaire
si c'est réalisable, et pas illégal. Je ferai une vidéo spéciale dessus, bien entendu, parce que pour moi, 1000 abos ce serait insane. Et cette ère durera pendant environ 1 à 2 ans. Parce que oui, fin 2011, début 2012 commence l'ère des miniatures. Alors oui, les youtubeurs se mettent de plus en plus à utiliser des miniatures. Mais ce n'était pas les miniatures d'aujourd'hui, non. C'était en général les minis avec un texte, une grosse tête et parfois des couleurs multicolores. Ce n'était rien de plus fou. Mais ça suffisait pour se faire recommander par l'algorithme qui n'était pas encore suffisamment évolué à ce moment-là pour recommander des vidéos réellement adaptées. C'est d'ailleurs pendant cette ère-ci que Squeezie a obtenu les 100K, et tout ça en à peine plus d'1 an, ce qui est exceptionnel. Je dis toujours que dans la vie, il y a 3 choses pour réussir. Ça marche si vous voulez vous lancer sur YouTube, mais ça marche aussi dans n'importe quel métier. 1. Il faut du travail, comme un malade. 2. Avoir du talent. Et enfin, de la chance. Si tu valides ces 3 points, alors tu réussiras dans la vie. Le travail peut aider à construire ou améliorer le talent. Ce n'est pas parce que l'on n'a aucun talent au départ que c'est mort pour faire ce que l'on souhaite. Bref, on continue dans le temps et l'ère des miniatures deviendra de plus en plus importante. Et après début 2014, c'est-à-dire lorsque Thibaut InShape s'est lancé sur YouTube, il y a eu une première vague de diversité. De plus en plus de gens se sont lancés dans la cuisine, la muscu et même dans l'éducation. Et en vrai, c'est vraiment nice. Et YouTube a vraiment connu une vague de renouveau à ce moment-là. Mais malheureusement, vous le savez, il y a eu un creux. On commence à faire de plus en plus de vidéos avec du montage, si bien qu'au final on est en 2016 et les vidéos que l'on postait à l'époque ne marchent plus, ou du moins il faut les éditer. On commence à rajouter plein de choses avec le montage, effets spéciaux, musique de fond, et ce sera aussi l'époque où on aura tendance à faire des surréactions. Bon, remarque, il y en a qui en font toujours aujourd'hui, mais vraiment en 2016 c'était vraiment compliqué de ne pas trouver une vidéo chill sans qu'il y ait un mec qui crie dans tes oreilles. Et on est en 2017, et on entre dans l'ère de la préservation. Ok, on se stoppe un coup et on se met dans la tête de YouTube. Il y a extrêmement de trafic sur YouTube. Les gens regardent de plus en plus de vidéos sur le site. Et donc, YouTube gagne plus d'argent car celui-ci est dépendant des pubs. En gros, plus les gens regardent des vidéos, plus ils regardent de pubs. Donc plus YouTube gagne de l'argent. Alors l'algo se dit, comment peut-on gagner de l'argent facilement? Eh bien en gros, l'algo se dit, plus il y a de personnes qui regardent une vidéo en particulier, plus elle doit être intéressante, donc plus on la recommande. Ce qui a donc créé de grandes inégalités. En gros, YouTube recommandait uniquement les gros youtubeurs, au dépit des petits, ou même ceux qui souhaitaient se lancer. En fait, c'était une ère très importante pour les gros youtubeurs, comme Squeezie et Cyprien, mais pour ceux qui souhaitaient se lancer, c'était un véritable enfer. C'était donc une ère un peu spéciale, mais qui a quand même duré son temps. Les gros youtubeurs tapaient donc très facilement le million de vues, tandis que les petits peinaient à se faire une place. Et ça a duré jusqu'en 2019. On commençait à sortir de cette ère pour se retrouver sur des vidéos beaucoup plus travaillées. En fait, l'ère de la préservation ne s'appliquait qu'aux youtubeurs qui souhaitaient faire le même type de contenu que les gros. En revanche, certains au contenu plus travaillé ont réussi à passer entre les mailles du filet. Et en 2020, il y a une ère que vous connaissez extrêmement bien, l'ère du confinement. C'était probablement une des ères qui a le plus fait rebondir YouTube. En fait, les gens se faisaient chier et ne savaient pas du tout quoi faire. Par conséquent, énormément d'entre eux se sont mis à regarder des vidéos sur internet et même à regarder des lives. Il y a donc eu une vague de gens gigantesques qui est alors apparue sur YouTube. Et c'était probablement l'un des plus grands âges d'or de YouTube. Et c'est d'ailleurs à cette période-ci que l'algo a permis à de nombreuses personnes de se faire connaître. Mais bon, à un moment donné, les bonnes choses ont une fin. Et en 2021, une nouvelle fonctionnalité fait son apparition. Les shorts. L'ère des shorts débute. Et en vrai, la vérité c'est qu'au départ, les gens s'en foutent. C'est cool, mais c'est surtout les TikTok qui sont réuploadés sur YouTube. Sauf que ça va de plus en plus se démocratiser, surtout que les gens s'aperçoivent qu'il est très facile de gagner des abos grâce aux shorts. Alors ça commence à prendre une ampleur phénoménale, et de nombreux youtubeurs, et même de nombreuses personnes, critiquent les shorts. Personnellement, je ne fais pas partie de cette communauté-là, mais ça, je reviendrai dessus un peu plus tard. Les shorts débarquent, c'est la panique. Et en même temps, il y a aussi la vibe de MrBeast. De plus en plus de créateurs de contenu font des concepts autour de sommes d'argent à gagner, si bien que YouTube commence à devenir une cocotte minute. Jusqu'en 2023, l'ère des tensions commence. Cette ère est pour moi celle qui est toujours présente aujourd'hui. C'est une ère assez cool, puisqu'on est dans une ère de diversité. Grâce aux shorts, de nouvelles personnes nous présentent leur passion, sans forcément l'avoir étudié auparavant. Et je trouve ça génial, parce que ça permet de découvrir plein de choses. De plus en plus de petits youtubeurs, dont moi, peuvent se lancer beaucoup plus facilement qu'en 2017. Et encore une fois, je trouve cela vraiment cool. L'algorithme semble maintenant se tourner vers les préférences de chacun. Maintenant, il faut parler du problème. Les youtubeurs connus sont actuellement de plus en plus pris dans ce que l'on appelle des dramas, autrement dit, des polémiques. C'est d'ailleurs devenu un sujet tellement important que de nombreux autres youtubeurs critiques ont alors fait leur apparition. En vrai, tant mieux, car certaines choses ne peuvent, selon moi, pas rester inconnues. Surtout si c'est très grave. Alors maintenant, qu'en est-il? Eh bien je pense que l'algo
se base sur nos préférences et sur nos choix. En gros, il cherche à anticiper nos choix afin que l'on reste sur YouTube. Et une fois, ça m'a vraiment fait froid dans le dos, puisque j'étais en train de me demander si j'allais pas regarder l'attaque des Titans. Je n'avais même pas encore fait de recherche ni rien lorsque je suis tombé sur YouTube. Il ne me proposait que ça. Bon, du coup ça m'a terrifié et je n'ai jamais regardé ni lu en entier l'attaque des Titans. En final, je terminerai cette vidéo en revenant donc à ce qu'a dit MrBeast. Déjà, il faut comprendre une chose. C'est que si c'est le numéro 1 aujourd'hui, c'est parce qu'il a aussi compris le fonctionnement de l'algorithme. Et tout ce que je peux dire, c'est qu'à l'heure actuelle, on peut se baser sur son jugement. Puisque cela fonctionne. Même si ça fait un moment qu'il est sur YouTube, on peut quand même se dire que, je pense, c'est l'un des youtubeurs ayant le plus compris l'algorithme. Dans tous les cas, si l'on veut que les choses changent, il n'y a qu'un seul moyen. Il faut bosser. Bref, c'est tout en ce qui concerne l'histoire de MrBeast et de l'algo sur YouTube. Je vous redirige vers la description si vous souhaitez en apprendre plus. En attendant, moi je vous dis bye bye.